la relation d'Emmanuel Macron qui revient voir Poutine après l'avoir boudé pour ensuite revenir voir Zelensky pour le rassurer, c'est un peu comme un homme marié qui retourne voir son ex et quand celle-ci refuse, il retourne voir sa femme en lui disant qu'il l'aime et que c'est la femme de sa vie. C'est un peu ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien d'actualité avec Charles Danjou, président d'Omerta. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine. Alors ce mardi, les États-Unis ont annoncé la suspension de certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, prétextant une baisse importante des stocks. Cette décision était-elle prévisible et risque-t-elle de fragiliser la position ukrainienne ? Alors oui, cette baisse était prévisible. Il faut savoir que l'Ukraine a une consommation de missiles antiaériens, de missiles pour sa défense antiaérienne, qui est considérable. Elle est considérable parce que les Russes bombardent tous les jours avec des centaines d'engins les différentes villes, infrastructures ukrainiennes. Et Volodymyr Zelensky a fait de la protection de ces infrastructures, qu'elles soient énergétiques, militaires, logistiques, une des priorités de la défense de l'Ukraine. Face à ces centaines de drones, de missiles balistiques, de bombes planantes, l'Ukraine utilise un certain nombre d'équipements, d'armements différents, y compris d'ailleurs les F-16 qui sont arrivés sur le champ de bataille, livrés par les Américains et par les Danois, dont la mission n'est pas tellement d'attaquer les positions russes, mais plutôt de défendre, de servir à la défense antiaérienne contre les missiles balistiques, contre les drones de l'Ukraine. Mais ces F-16 ne suffisent pas. Aujourd'hui, la défense antiaérienne, elle est assurée par des systèmes soviétiques, les Buk, les fameux Buk, dont on a parlé à l'occasion du MH17 de Malaysian Airlines. Il y a des systèmes donc soviétiques, mais il y a surtout des systèmes occidentaux fournis par les Français, les Italiens. On a le Crotale, le Mamba, mais surtout par les missiles, les batteries de missiles Patriot, ces systèmes américains qui coûtent extrêmement cher, puisque un missile Patriot, c'est plus de 3,5 millions d'euros. Donc le coût est considérable, et la consommation surtout est considérable, puisque chaque nuit, pour défendre l'Ukraine, les Ukrainiens doivent tirer plusieurs dizaines de ces missiles. Alors, il y a la question du coût qui est exorbitant, mais je dirais les Européens et les Américains et d'autres sponsors financent l'Ukraine, donc on peut imaginer qu'il y a de l'argent. Par contre, ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'explication du communiqué américain, c'est que les capacités de production américaines ne sont plus suffisantes pour assurer les besoins de l'Ukraine, mais surtout pour assurer la reconstitution des stocks américains. Puisque les Américains, pour équiper l'Ukraine dans tout un tas de secteurs, et il n'y a pas que les missiles Patriot, ont dû puiser dans leur stock. La consommation de missiles Patriot en Ukraine, c'est du jamais vu en termes de consommation de missiles antiaériens. Jamais un pays n'a consommé, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, autant de missiles antiaériens pour sa propre défense. Donc les stocks américains s'épuisent et les usines d'armement qui produisent ces patriotes ont du mal à reconstituer les stocks. Donc cette décision de Donald Trump, elle est finalement assez logique pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait passer les intérêts américains avant les intérêts, y compris d'un allié, si on considère que l'Ukraine de Zelensky est encore l'allié de l'Amérique de Donald Trump. Donc l'intérêt national passe avant. Et aussi parce que les Américains ne peuvent plus produire de missiles. Enfin, pas suffisamment en tout cas. Donc il y a un aveu aussi que la stratégie russe de bombardement massif de l'Ukraine tous les jours avec des centaines d'engins fonctionne, car la déclaration de Donald Trump, c'est l'effet recherché par les Russes en envoyant tous les jours des centaines d'engins sur les villes ukrainiennes. Les Russes, qui sont de grands producteurs d'armement, savent très bien qu'une défense antiaérienne composée de missiles patriotes très efficaces mais très coûteux ne peut pas tenir
une défense efficace face à des drones à 20 000 $ envoyés pour en fait faire consommer aux Ukrainiens leurs missiles patriotes. Donc les Russes, je pense que ça a été totalement intégré dans la stratégie russe de bombardement, qui était de dire, on va faire consommer aux Occidentaux un maximum d'argent en finançant des missiles très onéreux, et deux, de toute façon, en envoyant, je crois que pour le seul mois de juin, les Russes ont envoyé 36% de drones supplémentaires en plus par rapport au mois de mai sur l'Ukraine. Et ils font ça à dessein, ils savent très bien qu'en envoyant de plus en plus d'engins volants, y compris des engins peu chers, les Ukrainiens vont consommer leurs missiles patriotes et que les Américains ne pourront pas tenir le rythme de la production. Voilà. Donc c'est une décision qui était attendue. Et la vraie question va être de savoir si, effectivement, l'Ukraine peut s'en sortir sans ses batteries de missiles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est-elle en mesure de compenser le déficit qui est causé par cette situation ? Alors, pour ce qui est des missiles patriotes, non, puisque c'est une production américaine. Les Européens n'ont pas les chaînes de production adaptées aux missiles patriotes. La seule possibilité pour compenser, ce serait que les Européens puissent augmenter la production de leurs propres systèmes, les Crotale, les Mamba par exemple. Mais c'est peu vraisemblable, puisque malgré les annonces faites par le ministre de la Défense français, par exemple Sébastien Lecornu, par Emmanuel Macron, par d'autres ministres de la Défense européens, en fait, les Européens sont eux-mêmes au pied du mur. Ils ont eux-mêmes puisé dans leur stock pour fournir l'Ukraine. Et les annonces d'augmenter les capacités de production du complexe militaro-industriel européen ont été faites, mais dans la réalité, il faut encore attendre 2-3 ans pour qu'elles soient effectives et que la production puisse augmenter. C'est vrai pour ce qui est de la défense antiaérienne, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des matériels qu'on fournit à l'Ukraine. Si les Américains sont à la peine dans le domaine des missiles patriotes, il y aura peut-être d'autres secteurs qui seront annoncés où ils vont commencer à avoir des difficultés. On imagine facilement que les Européens qui ne communiquent pas sur le sujet sont eux aussi à la peine. On le sait, ça avait été dit pour les obus de 155 mm, les fameux obus d'artillerie, dont je dirais les Français ont essayé d'augmenter la production. Mais c'est vrai en fait pour l'ensemble des matériels fournis à l'Ukraine, que ce soit les véhicules blindés, les chars, les systèmes d'artillerie, les fusils d'assaut. Augmenter sa chaîne de production quand on a démantelé son industrie de défense, ce qui est le cas de la France, quand on a envoyé ces matériels à la casse, à la ferraille, eh bien c'est très compliqué. Les Russes le savent. C'est pour ça que je suis convaincu que l'envoi de plus en plus nombreux de drones et de différents engins dans le ciel ukrainien est fait depuis le départ, est conçu depuis le départ pour épuiser l'Ukraine financièrement, épuiser surtout ses sponsors, parce que tout ça coûte très cher, et épuiser aussi les capacités, les stocks, les réserves et les capacités industrielles des Américains et des Européens. Et de ce point de vue-là, les Russes, eux, ont, dès 2022, en fait, quand ils ont compris que cette guerre, l'ampleur du soutien occidental à l'Ukraine, ils en ont pris la mesure et ils ont réagi immédiatement en augmentant leur capacité industrielle du secteur de la défense. Alors il faut dire que les Russes, c'est plus facile pour eux de s'approvisionner parce que déjà ils avaient conservé leurs stocks, c'est-à-dire que les stocks de l'armée soviétique étaient gigantesques. On a une armée de plusieurs dizaines de millions d'hommes. Les Russes, comme l'ensemble des pays de l'ex-Union soviétique, ont toujours conservé leur stock de tout. De véhicules blindés, de munitions de petit calibre, de systèmes d'artillerie. Ce qui veut dire que les Russes, ils ont été moqués pour ça. On a dit, les Russes ressortent les vieux chars, les T-72, les T-62, les T-55, les vieux canons, etc. Sauf que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui aux Européens pour fournir l'Ukraine. Parce qu'un char T-72 ou un système d'artillerie soviétique, un D-30 ou un D-20, eh bien, ça fonctionne, quelles que soient les conditions météorologiques et quel que soit le terrain. Voilà. Donc les Russes
peuvent compter sur des stocks encore très importants. Ils peuvent compter sur la fourniture aussi de pays alliés. On a beaucoup parlé de la Corée du Nord dans le secteur des obus, mais aussi maintenant dans le secteur des lance-roquettes multiples, des missiles aussi, des missiles balistiques que la Corée du Nord commencerait à fournir à la Russie. Tout ça est très important. Et ce qui compte encore plus, c'est que les Russes ont réouvert des usines d'armement et qui sont maintenant eux-mêmes capables. Ils arrivent aujourd'hui à... Je crois que ça a été annoncé, d'ailleurs, ça a été reconnu par les Occidentaux. Les Russes produisent 3 fois plus de matériel militaire que l'ensemble des pays occidentaux réunis. C'est-à-dire que c'est considérable. Et ça, c'est aussi une réussite de la politique des décisions de Vladimir Poutine, prises dès le mois de mars 2022. Ils ont compris qu'il faudrait épuiser l'Ukraine et aussi réarmer la Russie et lui donner les moyens de tenir cette guerre qui, depuis le départ, enfin depuis l'échec de l'offensive sur Kiev, a été pensée comme une guerre longue. Et donc, à titre d'exemple, j'ai relevé quelques chiffres qui sont très intéressants. La Russie produit 250 000 obus d'artillerie par mois, 125 chars par mois. Je crois que l'armée française, au maximum, a 300 chars Leclerc. Et je crois que 100 dans les 300 ne sont pas opérationnels. Donc 125 chars par mois, c'est considérable. Et 350 drones d'attaque. Alors les drones d'attaque, il faut préciser que ce ne sont pas les petits drones kamikazes FPV. Ce sont des drones, ce sont par exemple les drones Shahed, les drones iraniens, les grands drones kamikazes qui ressemblent à de petits avions. Ce sont les drones Guéran, ce sont les drones Lancet. Donc ce sont des drones qui ont un rayon opérationnel important. C'est-à-dire qu'ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres avec des charges explosives qui leur permettent aussi de détruire des objectifs de grande envergure. Voilà, donc tout ça fait que c'est une situation, c'est une annonce qui ne présage rien de bon pour l'Ukraine et qui risque de déstabiliser la protection du ciel ukrainien évidemment, mais surtout la protection d'infrastructures vitales pour la continuation de la guerre. Et donc, quelles sont les conséquences directes sur le terrain ? Les conséquences directes sur le terrain, c'est d'abord sur le moral des Ukrainiens, parce qu'on sait que Donald Trump a coupé une fois les vannes de l'aide à l'Ukraine. C'était il y a 6 mois, c'était juste après sa prise de fonction, où il avait coupé le renseignement satellitaire aux Ukrainiens, au moment où les Russes pressaient sur la poche de Koursk, sur la ville de Soudja. Cette coupure du renseignement avait déstabilisé le dispositif ukrainien dans la région de Soudja et avait permis aux Russes d'avancer et de reprendre les 2/3 de la partie de leur territoire occupée par les Ukrainiens en quelques jours. Donc il y a un effet sur le moral des Ukrainiens. Ça va aussi avoir pour conséquence que les Russes qui aujourd'hui préservent leur aviation, les bombes planantes qui sont envoyées par les avions, par les chasseurs russes, le sont depuis la frontière du Donbass, depuis la frontière russo-ukrainienne, parce que la présence de batteries de patriotes est dangereuse et les Russes veulent préserver leurs chasseurs et leurs pilotes. Ayant moins de missiles patriotes, il est vraisemblable que les Ukrainiens doivent faire des choix. Ils ne vont pas pouvoir tout protéger. Ils vont devoir choisir entre protéger les lignes de front, certaines lignes de front par rapport à d'autres, et certaines infrastructures clés, notamment dans le secteur énergétique, par rapport à d'autres. Donc ça va poser des problèmes, importants, et ça va permettre aux Russes aussi, peut-être, d'être un peu plus entreprenants dans leur campagne de bombardement avec leur aviation. Aujourd'hui, tout ce qui est envoyé sur l'Ukraine est envoyé depuis la Russie. Ce sont, je l'ai dit, ce sont des drones kamikazes de grande envergure. C'est toute une gamme, une panoplie de missiles balistiques, les Iskander, les Kinjal. Ils ont toute une panoplie, mais tout ça est envoyé depuis le territoire russe. Il est vraisemblable que si les Ukrainiens éprouvent de grandes difficultés, les Russes puissent encore intensifier avec un usage supplémentaire et croissant de leurs chasseurs bombardiers sur l'Ukraine. Donc sur le terrain, c'est une mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens. C'est une mauvaise nouvelle
d'autant plus que les Russes, on a eu l'occasion de le dire il y a quelques jours, les Russes progressent. Le grignotage dont parlent les médias mainstream sur un ton badin et en riant s'accélère. Les positions ukrainiennes tiennent bon, mais elles faiblissent par endroits. Les Russes progressent dans l'oblast de Soumy, au nord à la frontière biélorusse, dans la direction de Kupiansk, donc là on est dans le nord du Donbass, et dans ce front central de Tchassivyar, de Pokrovsk, où les Russes, chaque jour, ont des gains importants et sont en train de mettre en place ce qu'on appelle les chaudrons, c'est-à-dire l'encerclement de positions ukrainiennes importantes, qui font craindre pour l'Ukraine, pas un effondrement à court terme, parce que, je le redis, il y a une volonté de se battre côté ukrainien qui est réelle. Ils ont aussi à leur disposition encore des réserves importantes, mais il y a un fléchissement, il y a un affaiblissement qui en ce moment est assez sensible et qui peut permettre aux Russes d'accélérer un peu le tempo de leur offensive. Il faut aussi souligner que les Russes, comme les Ukrainiens d'ailleurs, essaient d'économiser au maximum les hommes et le matériel. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de grandes offensives, mais qu'on a une pression constante. Et quand on regarde les pertes, en particulier les pertes ukrainiennes, puisque les Russes, je l'ai rappelé il y a un instant, ont les moyens militaro-industriels de leurs ambitions dans cette guerre. Les Ukrainiens, eux, dépendent de l'aide occidentale. Et on voit tous les jours que l'Ukraine perd des dizaines de blindés, des dizaines de systèmes d'artillerie, perd aussi des F-16. Ils viennent de perdre leur 3e chasseur F-16. Et donc, malgré un mental d'acier, une volonté de se battre, il y a des limites techniques qui risquent de voir le jour. Et cette annonce du manquement de missiles patriotes est, de ce point de vue-là, une très mauvaise nouvelle, puisque les bombardements par voie aérienne jouent un rôle clé, et la fourniture de ces systèmes anti-aériens a permis à l'Ukraine de tenir face à la Russie. Voilà, donc très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, qui pour le moment n'a pas réagi, parce que, je le redis, c'est certainement pas un signe de lâchage de l'Ukraine par Trump, qui essaie de rester en position d'équilibre entre les Ukrainiens et les Russes. Par contre, c'est un aveu de faiblesse du camp occidental, et l'Ukraine va en payer le prix. Oui. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est pas moi qui l'invente. Quand on regarde les gains territoriaux de la Russie au mois de juin, c'est 588 km². Et c'est à peu près la même chose au mois de mai. Et au mois d'avril, on était à 350, ce qui veut dire que sur le terrain, les Russes progressent de plus en plus, et que ce fameux grignotage, en fait, c'est maintenant 2 fois plus qu'il y a 3 mois. Voilà. Donc tout ça est, pour l'Ukraine, inquiétant, et on voit que cette stratégie globale de la Russie d'épuiser les stocks ukrainiens, d'épuiser les ressources humaines ukrainiennes, puisque l'Ukraine a procédé à 3 mobilisations, et d'augmenter son potentiel, son propre potentiel militaro-industriel, tout en n'ayant mobilisé qu'une seule fois et en employant massivement les unités de volontaires, eh bien, sur le terrain, ça commence à payer. Alors, hier et pour la première fois depuis 2022, on a Vladimir Poutine et Emmanuel Macron qui se sont entretenus au téléphone pendant près de 2 heures. Au cours de cette conversation, ils ont notamment abordé la situation en Ukraine, mais aussi en Iran. Est-ce que par cet appel, Macron tente de prendre part au jeu diplomatique mondial ? Alors, pour paraphraser mon ami Pierre-Yves Rougeon, je dirais que la relation d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, c'est un peu le caniche qui se frotte à la patte arrière du chien de combat. Le chien de combat tourne la tête, mais il est gêné par cet amour démonstratif. Non, plus sérieusement, Emmanuel Macron n'avait pas parlé à Vladimir Poutine depuis plus de 2 ans. Le dernier échange remonte au 11 septembre 2022. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que Emmanuel Macron explique depuis plus de 2 ans que Vladimir Poutine
est le diable incarné, que c'est un menteur, qu'il n'est pas fiable et que ce n'est pas un interlocuteur. Voilà. Donc évidemment, je dirais, ça a compliqué les désirs du président russe de parler à Emmanuel Macron et d'en faire encore un interlocuteur. La deuxième raison, c'est que lors le dernier échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron a été publié lors d'une émission, je crois que c'était un complément d'enquête, c'est-à-dire que l'échange téléphonique qu'ils ont eu a été enregistré devant des caméras de journalistes à l'insu du président Poutine. Et ça a été vécu par les Russes comme je dirais, une faute de goût, ou même voire une trahison, et ce qui a fait que Vladimir Poutine n'a pas souhaité reparler à Emmanuel Macron. La raison fondamentale de tout ça, c'est que Emmanuel Macron, comme pour Donald Trump, est sorti du logiciel russe. Il n'est plus un interlocuteur, ou il n'a pas été pendant plus de 2 ans un interlocuteur crédible en matière de politique internationale. Il aurait pu le rester s'il avait conservé une position d'équilibre, je dirais la position traditionnelle de la diplomatie française. Il a choisi en fait de rejoindre un axe plutôt néoconservateur, l'axe européen, aux côtés de Ursula von der Leyen. Et donc là, il essaie en fait de rejoindre, après s'en être lui-même sorti, il essaie, comme tu l'as rappelé, de rejoindre le jeu diplomatique mondial. Et comme Donald Trump ne veut pas lui parler, enfin ne le considère pas, ou quand il parle de Macron, il s'en moque, Emmanuel Macron, qui veut continuer à peser et qui se cherche certainement un destin à l'international, ayant tout échoué sur le plan national, eh bien, il essaie de trouver des points d'appui. Et là, effectivement, il essaie de trouver un point d'appui du côté de Vladimir Poutine sur la question iranienne. Puisque la question ukrainienne, on va en reparler, elle est en fait dans l'appel, elle est assez secondaire. Là, c'est sur la question iranienne. Emmanuel Macron essaie de rentrer dans le jeu. Il faut savoir que du côté de Trump, comme du côté des Israéliens, Emmanuel Macron ne compte pas, comme l'ensemble des Européens d'ailleurs, et que là, contre toute attente, puisque, je le redis, Emmanuel Macron nous avait expliqué que Vladimir Poutine était le diable incarné, il va sonner à la porte du Kremlin, qui a daigné lui ouvrir. Je sais que Emmanuel Macron cherche le contact avec Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines qu'il essaie d'entrer en contact avec lui. Les Français ont expliqué que cet appel est une initiative de la France et de la Russie. Je ne crois pas du tout. Je crois que cet appel intervient après des relances et des relances des Français auprès des Russes pour qu'ils puissent se parler. Et d'ailleurs, quand on regarde la communication d'un côté comme de l'autre, les Français, on voit l'empressement d'Emmanuel Macron et de son équipe de communication à s'emparer du sujet, à communiquer en expliquant qu'il reparle aux Russes et que, quelque part, Macron est redevenu un président crédible sur la scène internationale et un interlocuteur pour tout le monde. Alors c'est peut-être un peu vrai pour les Russes sur la question iranienne, parce que je dirais que les Russes ont intérêt à parler aux Français sur cette question, et aussi à montrer, aussi à se jouer un peu de ces positions catégoriques qui se retournent. Les Russes s'amusent du retournement d'Emmanuel Macron et du fait qu'ils cherchent, après les avoir quasiment insultés, à se rapprocher du Kremlin. Et donc, quels sont les résultats de cet entretien téléphonique ? Les résultats, sur la question iranienne, effectivement, l'effet est plutôt réussi, puisqu'ils sont tombés d'accord en expliquant qu'il n'y aurait pas de solution viable en Iran sans un tour de table des grandes puissances nucléaires et des grandes puissances du Conseil de sécurité, dont la France et la Russie, évidemment, font partie. De ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. Du point de vue de la guerre en Ukraine, puisque Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher de parler du conflit ukrainien, là, effectivement, rien n'a bougé.
Et donc, quels sont les résultats de cet échange téléphonique ? Alors, il n'y a pas vraiment de résultat. Le premier résultat, c'est plutôt esthétique, c'est-à-dire que tout le monde sait que les Français reparlent russe et vice-versa. Donc il y a une petite avancée pour deux puissances nucléaires qui ne se parlaient plus. Il y a d'autre part, c'est aussi à noter, une vision commune sur la manière dont doivent se régler les discussions avec l'Iran, du point de vue des Russes comme des Français. C'est l'objet de cet accord par téléphone. Il n'y aura pas de solution viable sans un tour de table qui inclut les puissances nucléaires et les puissances du Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, évidemment, la Russie et la France font partie. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. Très concrètement, il n'y a pas vraiment de résultats en dehors de ceux que je viens de mentionner, puisque les Américains ont leur feuille de route. Leurs interlocuteurs sont les Israéliens avec Benjamin Netanyahou et les Iraniens en direct. Et du point de vue de Trump, il n'a besoin sur la question iranienne, il n'a pas besoin de la France, ça c'est certain, et il a besoin modérément de la Russie. Voilà, donc il ne faut pas attendre de résultats très concrets sur le terrain iranien et sur le terrain ukrainien, puisque c'était aussi l'objet de l'appel de Macron. C'était la deuxième partie de l'appel. Il a mentionné le conflit en Ukraine. Et j'ai lu qu'il y avait une injonction d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu et de négocier. Tout ça est assez drôle. La réponse russe est la même depuis le début. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Pour une raison très simple, c'est que les Russes savent que cette demande de cessez-le-feu de 30 jours, poussée par les Européens, mais par Emmanuel Macron en particulier, n'a qu'un objectif, c'est de pouvoir renforcer l'armée ukrainienne, qui, on l'a dit, est en difficulté. Les Russes ne veulent pas de ce cessez-le-feu. Ils ne veulent pas permettre aux Ukrainiens de pouvoir se renforcer. Et surtout, et Emmanuel Macron a du mal à le comprendre et à l'accepter, les Russes vont continuer à faire la guerre tant que leurs objectifs ne seront pas atteints. Ils en ont les moyens. On en a parlé, on y reviendra dans une autre émission. Ils en ont les moyens humains. Ils en ont les moyens financiers, ils en ont les moyens techniques, technologiques. On ne sait pas d'ailleurs très bien quels sont leurs objectifs. On dit qu'il s'agit pour eux de récupérer l'intégralité des 4 régions, des 4 oblasts de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia. C'est vraisemblable, mais on ne sait toujours pas si les Russes vont s'arrêter à ces 4 régions. Les Russes ont progressé dans la région de Dnipropetrovsk. Les Russes sont entrés, on l'a dit, dans la région de Soumy, dans la région de Kharkov. La pression se fait de plus en plus importante. Le grignotage s'accélère. Et donc, il est hors de question pour eux de s'arrêter à court terme. Quand on parle avec les Russes, on voit bien que la guerre, sauf si l'Ukraine accepte, se plie aux conditions russes, va durer encore 1 voire 2 ans. Voilà. Et ça, Emmanuel Macron a du mal à le comprendre. Et le fait qu'il reste figé sur cette position de cesser le feu et de négocier une paix alors que la Russie est en train de prendre l'avantage, montre soit qu'il n'a rien compris à la position russe et à la manière dont les Russes fonctionnent et aux moyens dont ils disposent, soit qu'effectivement il ne veut pas le comprendre parce que peut-être que cette guerre l'a replacé d'une certaine manière au centre du jeu européen et lui donne des perspectives politiques à l'échelle internationale. Je suis convaincu, comme d'autres, qu'Emmanuel Macron se cherche un destin, n'a pas digéré sa défaite sur le plan national, et se cherche un destin politique au-delà de son 2e quinquennat, et que ce destin politique, il a compris qu'il serait soit dans une grande instance internationale, soit à l'échelle européenne. Et donc il a besoin de ses habits de chef de guerre pour pouvoir continuer à exister politiquement. Donc sur cette deuxième partie ukrainienne, sur l'Iran, les résultats étaient faibles, mais ils existent. Sur cette partie ukrainienne, il n'y a absolument aucun résultat. Ou peut-être y a-t-il un résultat pour Vladimir Poutine. Le fait que Emmanuel Macron vienne
toquer à la porte du président russe, c'est aussi, d'une certaine manière, une victoire symbolique. Je rappelle qu'il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre de Vladimir Poutine et que l'ensemble des Européens et des journalistes et des commentateurs mainstream ont expliqué que c'était un dictateur sanguinaire, qu'il était recherché pour crimes de guerre et qu'il ne fallut pas lui parler et que la Russie allait s'effondrer. L'appel d'Emmanuel Macron raye tout simplement ce narratif et oblige le président français, le temps de 2 heures qu'a duré cet appel téléphonique, à être un peu plus pragmatique et à reparler au président russe. Donc, symboliquement, c'est une victoire pour les Russes, cet appel. Mais c'est d'ailleurs une thématique qu'on a traitée dans le dernier magazine. Absolument. Ce magazine que nos amis peuvent voir ici, c'est une thématique qu'on avait analysée. Comme souvent, chez Omerta, l'équipe de journalistes et visionnaires comprend l'actualité, le sens de l'actualité. Et c'est évidemment ce qui se passe en ce moment, que ce soit le jeu de la diplomatie de Trump, la diplomatie de Vladimir Poutine, la manière dont ils se sont un peu répartis les cartes pour Trump au Moyen-Orient et pour Poutine en Ukraine. On voit bien que les Européens, dans ce jeu diplomatique mondial, que ce soit sur l'Iran ou sur l'Ukraine ou sur d'autres questions, sont complètement sortis du jeu. Ils ne sont plus des interlocuteurs crédibles. On leur parle par politesse. Trump, au sommet de l'OTAN, parle aux Européens. Il parle à Emmanuel Macron. C'est pareil pour Vladimir Poutine. Il parle à Emmanuel Macron. Tout ça n'est que de la politesse et de la courtoisie. Dans la réalité des faits, les Européens et les Français en particulier n'ont plus leur mot à dire. Et les deux maîtres du jeu aujourd'hui, eh bien, ce sont Donald Trump et Vladimir Poutine, avec évidemment des acteurs de premier plan comme le président chinois, comme le Premier ministre israélien. Voilà. Il y a d'un côté le monde des gens sérieux, qu'on soit d'accord avec eux ou non, et de l'autre côté le monde un peu des enfants qui regardent et qui essaient de se faire une place à table. Mais à la table des adultes, il manque des chaises pour pouvoir faire asseoir les enfants. Voilà. Et enfin, comment ce rapprochement entre Macron et Poutine peut-il être interprété à Kiev ? Alors tu sais, la relation d'Emmanuel Macron qui revient voir Poutine après l'avoir boudé pour ensuite revenir voir Zelensky pour le rassurer, c'est un peu comme un homme marié qui retourne voir son ex et quand celle-ci refuse, il retourne voir sa femme en lui disant qu'il l'aime et que c'est la femme de sa vie. C'est un peu ça. Il n'y a pas de changement dans la relation de couple entre Macron et Zelensky. Macron reste, du point de vue de la diplomatie, de sa politique et de ses convictions, un libéral néoconservateur. Donc, le président ukrainien n'a en réalité pas de souci à se faire. Le fait que Macron retourne voir Poutine, reparle à Poutine, et soit à l'initiative de cet échange téléphonique, d'un point de vue symbolique, eh bien, ça vient fracasser tout le narratif, je le disais, européen et mainstream concernant la Russie et Poutine. Volodymyr Zelensky a aussi expliqué que il fallait mettre la Russie à genoux et qu'il ne fallait pas parler aux Russes. Eh bien là, c'est un désaveu, en fait. C'est une espèce de petite entorse au contrat, de petite tromperie d'Emmanuel Macron. Mais sur le terrain, ça ne va pas changer la réalité du soutien français, du soutien européen à l'Ukraine. Ça peut simplement montrer à l'opinion publique que Vladimir Poutine sera de toute façon un interlocuteur pour un accord de paix, pour pouvoir négocier un accord de paix, puisque l'Ukraine est incapable de gagner la guerre. Il faudra que les Russes s'assoient à la table des négociations, on le sait. Et pour que les Russes s'assoient à la table des négociations, il faudra leur parler. Et il faudra que, si les Russes ont l'avantage sur le terrain, ce qui est le cas en ce moment, il faudra que les Européens, Emmanuel Macron, revoient leurs ambitions, je dirais à la baisse, soient plus raisonnables. Parce que quand on a l'avantage sur le champ de bataille,
eh bien, on a l'avantage à la table des négociations. Et ça, pour le moment, les Européens ont fait semblant de ne pas croire à l'avantage et au fait que les Russes avaient l'avantage dans le rapport de force dans la guerre en Ukraine. Là, on peut penser, on peut espérer que le président français commence à ouvrir les yeux ou à changer de lunettes et à regarder la réalité du terrain. Voilà. Il n'y aura aucune avancée sur le dossier iranien comme sur la guerre en Ukraine sans que les Européens ne reparlent à Vladimir Poutine. Merci beaucoup Charles pour vos réponses. Merci Joséphine. Et merci à tous chers abonnés d'avoir regardé notre vidéo et à très bientôt.